Bonjour. Alors, le 22 août 2025, il y a eu cette annonce assez marquante, non? Ah oui, celle sur l'accord Han-Chine, tout à fait. Exactement. Un accord commercial majeur, 75 milliards de dollars. Énorme, oui. Mais le point clé, c'est que ce n'est pas libellé en dollars. Non, en yuan chinois. Et ça, effectivement, ça change pas mal de choses, hein. C'est pas juste un détail technique. C'est ça. On sent que c'est bien plus qu'une simple préférence monétaire. Absolument. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller regarder ça de près. Pourquoi cet accord? Quelles conséquences ça peut avoir sur tout l'équilibre économique mondial? On va essayer de décortiquer ça avec les infos qu'on a. Oui, c'est une excellente idée. Qu'est-ce que ça signifie au fond, ce rapprochement, même commercial, entre ces deux géants? Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler d'où on vient. Depuis la fin de Bretton Woods, bon, le dollar, c'est la devise reine, quoi. Mhm. Il domine les échanges, les réserves des banques centrales, c'est l'architecture qu'on connaît depuis des décennies. Et donc cet accord vient un peu bousculer ça? Disons qu'il peut être vu comme un signe, oui. Une fissure, peut-être. Même si ça ne concerne qu'une partie de leur commerce bilatéral, c'est symbolique. Ça montre que l'hégémonie du dollar, elle n'est plus totalement incontestée. D'accord. Il y a des nouvelles réalités géopolitiques et, surtout, des calculs économiques très pragmatiques qui entrent en jeu. Justement, parlons-en de ces calculs. Pourquoi l'Inde? Quand même, cinquième économie mondiale, une croissance solide, 7,2%. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi faire ce choix qui peut paraître un peu audacieux? Surtout que les relations avec la Chine, bon, elles sont pas toujours simples, hein. C'est vrai, mais le volume d'échanges est tellement énorme. Vous parliez de 125 milliards en 2024. Oui, et on prévoit 160 milliards pour 2025. Voilà. À cette échelle, l'argument économique devient très très puissant. La première raison, elle est presque terre-à-terre, réduire les coûts. Les coûts de change? Exactement. Quand vous échangez en yuan directement, vous évitez la double conversion. D'abord yuan vers dollar, puis dollar vers roupie. Ah oui, d'accord. Et vous réduisez aussi le risque lié aux fluctuations du dollar. Sur les 75 milliards de l'accord, on estime l'économie à environ 2,3%. 2,3% sur 75 milliards, ça fait combien? Ça fait à peu près 1,7 milliard de dollars par an. Ah oui, quand même. 1,7 milliard par an, c'est pas anodin du tout. Non, mais c'est très concret. Pour une économie comme l'Inde, ça compte. Donc, au-delà de la grande géopolitique, il y a un calcul très rationnel. D'accord, donc un intérêt économique direct. Précisément. Et ce calcul est, comment dire, renforcé par la nature même de leurs échanges. C'est-à-dire? L'Inde importe beaucoup plus de Chine qu'elle n'y exporte. Énormément plus. Ah oui, les chiffres, c'était quoi déjà? Environ 87 milliards d'importations pour seulement 38 milliards d'exportations. Ça fait un déficit commercial pour l'Inde de presque 50 milliards de dollars avec la Chine. D'accord, énorme déficit. Donc l'Inde a structurellement besoin de beaucoup d'yuan pour payer ce qu'elle achète à la Chine. Logique. Dans ce cas, accumuler et utiliser directement ces yuan, c'est juste la solution la plus simple et la moins chère, plutôt que de toujours passer par le dollar. C'est implacable comme logique, effectivement. Et pour la sécurité, alors? Parce que manier autant de yuan, il faut être sûr d'y avoir accès, non? S'il y a des tensions sur les marchés? Très bonne question. C'est là qu'intervient un autre mécanisme important, l'accord de swap de devises entre les banques centrales. Entre la RBI indienne et la PBOC chinoise. Exactement. Elles ont activé et peut-être même renforcé une ligne d'échange réciproque. Ici, on parle de 50 milliards de dollars. Concrètement, ça veut dire quoi, swap de devises? Ça veut dire que si besoin, la Banque centrale indienne peut obtenir directement des yuan auprès de la Banque centrale chinoise, et vice-versa, sans passer par le marché d'échange classique. D'accord, c'est une sorte de garantie d'accès. C'est ça, un filet de sécurité. Ça assure qu'il y aura toujours des liquidités en yuan disponibles pour l'Inde, même en cas de turbulence. Indispensable pour un accord de cette taille. Donc, économiquement, ça se tient très bien. C'est bien ficelé. Mais il y a autre chose qui a fait beaucoup parler, c'est la gestion des réserves de change de l'Inde. Ah oui, le deuxième étage de la fusée, si on veut. C'est ça. On parle de 645 milliards de dollars de réserves au total. Oui, c'est considérable. Et là, l'objectif annoncé, c'est de ramener la part du dollar de 78% à 55% d'ici fin 2025. Ce qui est énorme comme changement en si peu de temps. Ça veut dire vendre, attendez, presque 150 milliards de dollars. Exactement. 148 milliards. C'est un mouvement absolument majeur. Vendre autant de dollars en quelques mois, ça envoie un message très fort. Clairement, ce n'est plus juste une optimisation commerciale. Non, là on est dans la stratégie pure. C'est une diversification accélérée et très très pensée. Ça montre qu'il paraît sur un avenir monétaire différent.
Et cet argent, ces 148 milliards, ils vont où? Alors, la stratégie de réallocation semble assez claire, d'après les analyses. Une grosse partie, environ 40%, irait vers l'or. L'or, la valeur refuge classique. Exactement. D'ailleurs, la RBI a acheté pas mal d'or récemment, on parlait de 27 tonnes juste en juillet 2025. C'est le réflexe typique quand on anticipe de l'incertitude monétaire. D'accord. 40% vers l'or. Et le reste? Ensuite, 25% irait vers le yuan chinois lui-même. Ah oui, ça renforce la logique de l'accord commercial. Tout à fait. L'Inde deviendrait un détenteur significatif de yuans. Et puis, environ 20% seraient alloués à l'euro. L'euro. L'autre grand pôle. Voilà. Ça reconnaît le poids de la zone euro. Le solde, les 15% restants, seraient répartis sur d'autres devises, d'autres actifs. C'est fascinant quand on regarde cette répartition, ça dessine une sorte de carte du monde monétaire futur, non hein? Absolument. C'est plus qu'une simple gestion de risque. On dirait qu'ils anticipent une fragmentation du système. Une fragmentation? Hmm. C'est-à-dire? Au lieu d'un monde archi-dominé par le dollar, l'Inde semble parier sur l'émergence de plusieurs blocs monétaires régionaux, plus ou moins autonomes. Avec le dollar, l'euro, le yuan comme pilier? C'est ça. Et l'or comme une sorte d'encre de stabilité en dessous. C'est une vision assez sophistiquée de la gestion du risque souverain, adaptée à un paysage qui bouge très vite. Et on imagine que tout ça, cet accord commercial, cette réallocation des réserves, ça ne s'est pas décidé comme ça, d'un coup? Probablement pas, non. Certaines sources évoquent même un ensemble d'accords plus secrets conclus en juillet 2025. L'accord en yuan n'en serait qu'une partie. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors les informations sont évidemment partielles, c'est le principe du secret. Mais oui, plusieurs analyses pointent vers un paquet d'accords plus larges. D'accord. Un élément qui revient souvent, c'est un projet de corridor économique Chine, Pakistan, Inde, Ah oui, avec un investissement conséquent, apparemment. on parle de 12 milliards de dollars pour des infrastructures. Ce qui est vraiment notable ici, c'est de l'inclusion de l'Inde. Parce qu'ils étaient plutôt réticents jusqu'ici à l'initiative chinoise Belt and Road, la BRI. Très réticents, notamment à cause du tracé initial via le Cachemire pakistanais. Si l'Inde participe maintenant, ça suggère que les intérêts économiques commencent peut-être à, disons, lisser certaines tensions géopolitiques historiques. C'est un signe potentiellement très fort. Un corridor économique commun, c'est un sacré projet. Il y aurait d'autres volets, hein. Oui, on parle de deux autres domaines très stratégiques. D'abord, une plateforme de paiement numérique commune. Pour connecter les systèmes indiens RuPay et chinois UnionPay. Précisément, l'objectif serait assez clair. Créer une alternative aux géants américains Visa et Mastercard. Pour les transactions en Asie, au moins? Oui, voire plus. C'est une démarche vers plus de souveraineté financière, la construction d'une infrastructure financière propre à l'Asie. Intéressant. Et le deuxième domaine? JIC, de la Chine vers l'Inde. Dans quel secteur? Spécifiquement, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs. Mais c'est ultra stratégique. C'est pas un peu surprenant, ce genre de transfert entre l'Inde et la Chine, voire risqué pour la Chine? C'est une excellente question. Si ça se confirme, ce serait vraiment majeur. Ça indiquerait une volonté de bâtir une chaîne de valeur technologique asiatique plus autonome, moins dépendante de l'Occident et de ses potentielles restrictions. Pour l'Inde, ce serait une aubaine, technologiquement. Évidemment, une opportunité de monter en gamme très vite. Pour la Chine, ça peut être vu comme un moyen de renforcer un partenaire régional, peut-être pour contrebalancer les pressions américaines, créer un écosystème alternatif. Les bénéfices stratégiques pourraient dépasser les risques de partager du savoir-faire. C'est une hypothèse. Mais oui, vous avez raison. Ce point précis demande confirmation et beaucoup d'analyse. C'est potentiellement très lourd de conséquences. Clairement. Tout ça dessine quand même une réorientation assez profonde. Comment les États-Unis réagissent à tout ça? Forcément, ils doivent voir que leur devise, leur position, est potentiellement remise en question. Les réactions ont été vives, oui, à plusieurs niveaux. Dans la presse américaine influente, le Wall Street Journal, le New York Times, on a lu des mots comme « abandon »,« trahison stratégique de la part de l'Inde ». Ah oui, carrément. Le ton était à l'alarme. Et sur le plan officiel, il y a eu ce geste diplomatique assez fort. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a convoqué l'ambassadeur indien. Ce qui n'est pas anodin, ça montre une vraie préoccupation à Washington. Tout à fait. Une préoccupation sérieuse. Et au-delà de la politique, est-ce qu'on voit déjà des impacts économiques concrets de ce rapprochement sino-indien, de ce début de découplage peut-être? C'est toujours délicat d'isoler une seule cause, mais oui, certains chiffres semblent indiquer une tendance. Par exemple, les exportations américaines vers l'Inde auraient baissé de manière assez nette, moins 23% sur 2024. Moins 23%. C'est beaucoup. Oui.
Et en parallèle, les investissements directs américains en Inde auraient aussi reculé. On serait passé de 46 milliards de dollars en 2023 à 31 milliards en 2024. Hmm. Le climat a changé, visiblement? Il semblerait. On voit aussi des échos chez certaines grandes entreprises américaines très présentes en Inde. Boeing, Apple, Microsoft. Elles semblent sentir le vent tourner. Apple a annoncé des réductions d'effectifs, non? Oui, un plan de 15 000 postes d'ici 2026. Et parmi les raisons évoquées, il y avait cette nécessité de s'adapter à l'évolution des marchés asiatiques. C'est vague, mais ça peut être lié. D'accord. Et plus globalement, sur la place du dollar dans le monde? La tendance de fond se confirme. La part du dollar dans les réserves de change mondiales continue de baisser lentement. Elle était à 57,8% en juillet 2025. Et c'est son plus bas niveau depuis quand? Depuis 1995. Alors attention, ce n'est pas un effondrement, loin de là, mais c'est une érosion. Lente, continue, mais bien réelle. Et cette érosion, elle n'est pas due qu'à l'Inde, j'imagine. Ah non, pas du tout. L'accord Inde-Chine est spectaculaire, parce que ce sont deux géants, mais ça s'inscrit dans un mouvement plus large. Les BRICS, par exemple? Exactement. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et maintenant les nouveaux membres bougent aussi. Le Brésil veut faire 25% de son commerce avec la Chine en yuan d'ici 2025. 25%? L'Afrique du Sud vise 30%. Et même des pays comme l'Arabie Saoudite, pourtant alliés historiques des USA, Oui, on a... se sont engagés à facturer 18% de leur vente de pétrole à la Chine directement en yuan. Ah oui, même le pétrole. Ça, c'est symbolique aussi. Très symbolique. Ce sont plein de signaux qui vont dans le même sens. Du coup, le yuan, il gagne vraiment du terrain à l'échelle mondiale. Oui, si on regarde les chiffres, c'est indéniable. Son utilisation dans les paiements internationaux, suivie par le système SWIFT, elle est passée de 2,7% en 2023 Oui. à 4,9% en août 2025. 4,9%, bon, ça reste quand même faible par rapport au dollar qui doit être à plus de 40%, non? Oui, absolument. En volume de paiement, le dollar reste archi-dominant. Vous avez raison de le souligner. Alors, est-ce que c'est vraiment une menace ou juste une tendance de très long terme? C'est une excellente remarque. La part est faible, mais la vitesse de progression est notable. Presque doublée en 2 ans, quoi. Et surtout, c'est sa pénétration comme monnaie de réserve qui s'accélère. Ah, dans les coffres des banques centrales? Voilà. Une enquête récente montrait que 82% des banques centrales dans le monde augmentaient leurs réserves en yuan. 82%, c'est énorme. Oui. On voit des hausses très fortes en Asie, bien sûr. Malaisie, plus 67%, Thaïlande, plus 45%. Mais même en Europe, la Banque de France, par exemple, plus 12%. Le yuan devient petit à petit une composante normale des réserves. D'accord, il s'installe. Il s'installe. Et tout ça est porté par le poids économique grandissant des BRICS élargis. Il pèse combien maintenant au niveau mondial? À peu près 40% du PIB mondial et 45% de la population. C'est considérable. Et leur commerce entre eux, le commerce intra-BRICS, explose. Plus 65% en 2024. Impressionnant. Et le chiffre clé, c'est qu'on estime que presque les 3/4 de ces échanges, 73%, se font maintenant sans utiliser le dollar. Ah oui. Oui, en monnaie locale ou en yuan. Il y a vraiment un circuit économique et financier parallèle qui est en train de se mettre en place, de se structurer. C'est assez vertigineux quand on prend un peu de recul. Du coup, si on vient aux États-Unis, qu'est-ce que ça implique concrètement, macroéconomiquement, cette utilisation moins systématique du dollar? Les implications peuvent être assez profondes. D'abord, si moins de gens ont besoin de dollars dans le monde, Oui. ça tend à faire baisser sa valeur, son taux de change, mécaniquement. Et un dollar plus faible, ça veut dire quoi pour les Américains? Ça veut dire que les produits importés coûtent plus cher. Donc ça peut alimenter l'inflation à l'intérieur du pays. Certaines analyses, chez Goldman Sachs par exemple, voyaient une inflation qui resterait assez haute, vers 4,2% fin 2025, en partie à cause de ça. D'accord, risque d'inflation importée. Et il y a autre chose? Oui, et c'est peut-être plus structurel, plus grave à long terme. Ça pourrait compliquer le financement de la dette publique américaine. Qui est énorme, on le sait, c'est combien déjà? 37 500 milliards de dollars. Un chiffre astronomique. Et pourquoi ce serait plus compliqué à financer? Parce que pendant des décennies, les États-Unis ont profité de ce que Giscard d'Estaing appelait le privilège exorbitant. Le privilège de s'endetter dans sa propre monnaie, que tout le monde voulait? Exactement. Le reste du monde achetait massivement de la dette américaine, des bons du Trésor. Si cette demande mondiale pour les actifs en dollars diminue, alors pour attirer les acheteurs, les États-Unis pourraient être obligés d'offrir des taux d'intérêt plus élevés sur leurs dettes.
Ce qui coûterait plus cher à l'État américain. Beaucoup plus cher. L'agence Moody's avait fait une simulation. Si les taux montaient, disons, de 4,8% à 6,5%, ça ferait un surcoût annuel de plus de 200 milliards de dollars, juste pour payer les intérêts de la dette. 200 milliards de plus par an, ouch! C'est l'érosion de ce fameux privilège exorbitant alors. C'est exactement ça. Ce privilège n'est peut-être plus aussi exorbitant qu'avant. Et ça pourrait les forcer à plus de discipline budgétaire à terme. C'est une des conséquences possibles, oui. Si l'argent étranger devient plus cher et moins automatique, ça met une pression pour réduire les déficits. D'accord. Mais bon, attention, la transition sera sans doute lente. Ça dépendra aussi de la force de l'économie américaine elle-même, de l'attractivité de ses marchés. C'est pas pour demain matin. Mais la tendance de fond, elle, semble bien là. La dépendance au dollar diminue. Bon, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, est-ce qu'on est en train d'assister au début d'un système monétaire mondial vraiment multipolaire, après des décennies d'hégémonie du dollar? C'est en tout cas une hypothèse de plus en plus sérieuse, oui. On peut commencer à imaginer un avenir, peut-être d'ici 10 ans, où les réserves mondiales seraient réparties de façon plus équilibrée. Avec quelle proportion, par exemple? On pourrait imaginer le dollar qui ne pèserait plus que 45%, par exemple. L'euro autour de 25%, le yuan qui monterait à 20%, et puis le reste, 10% en or, en yens, en livres sterling, etc. Ce serait un changement radical par rapport à ce qu'on a connu depuis la guerre. Complètement. Et cette multipolarité monétaire, elle irait sûrement de pair avec une régionalisation des échanges. C'est-à-dire des zones d'influence monétaire? Oui, un peu comme ça. L'Asie qui s'organiserait de plus en plus autour du yuan, l'Europe autour de l'euro, les Amériques restant plutôt dans la sphère dollar. Ces blocs reflèteraient aussi les différences de croissance. L'Asie qui continue de tirer la croissance mondiale? Exactement. On parle de 601,1% de croissance prévue en Asie, contre 2,3% pour les économies occidentales. Ça pèse forcément. Et dans ce tableau, le rapprochement économique Inde-Chine, même s'il reste plein de défis géopolitiques, il crée une masse critique absolument énorme. En termes de population, de PIB? Oui, 2,8 milliards d'habitants, presque 40% du PIB mondial à eux deux, et la moitié de la production manufacturière mondiale. C'est un pôle qui a potentiellement la capacité de structurer son propre écosystème. Impressionnant. Et au final, ce qui semble être le moteur de tout ça, c'est une sorte de rationalité économique nationale. Le pragmatisme avant tout? On dirait bien. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, ils font leurs calculs. Réduire les coûts, diversifier les risques, sécuriser leurs échanges. Et toutes ces décisions individuelles prises par de plus en plus de grands acteurs, Finissent par changer le système globalement. exactement, elles finissent par remodeler le paysage. Et elles semblent prendre de plus en plus le pas sur les anciennes logiques d'alliance géopolitique. C'est cette primauté de l'économique qui accélère peut-être la marche vers ce monde multipolaire. Donc si on devait retenir une idée forte de cette analyse, ce serait ça, la recherche de l'intérêt économique très pragmatique par les grandes économies émergentes, comme l'Inde ici, est en train de redessiner activement la carte financière mondiale. Et ça réduit mécaniquement la place centrale qu'avait le dollar. C'est une excellente synthèse, je trouve. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être pour aller plus loin. Oui, Si effectivement, ces calculs économiques nationaux deviennent plus importants que les alignements géopolitiques traditionnels, et cet accord Inde-Chine en est un exemple frappant, quelles pourraient être les conséquences plus larges sur la nature même des relations internationales, sur la stabilité mondiale, bien au-delà de la finance et de la monnaie? Comment les équilibres de puissance pourraient être redéfinis dans un monde où l'économique prime autant? C'est une vaste question.